Si donner la vie est un acte noble, il est malheureusement risque de décès en Afrique pour la mère et pour l'enfant. Qu'est-ce qui explique ce drame africain? Bienvenue à votre magazine panafricain C'est pas normal, dont le thème de ce jour est justement consacré à la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais dans cette maison-là. Tu es trop paresseux. Je suis fatiguée. Non, pas paresseux. Petite grossesse tu as là, on ne peut même pas respirer. Tu t'en vas déjà. Qu'est-ce que tu voulais qu'il faisait? Non, comme... Donc tu t'en vas. Tu as parti tout de suite. Non. Je ne veux pas tout de suite. C'est pour te demander l'argent quoi. Il est parti à l'hôpital. Comme ça fait 6 mois là, je n'ai pas encore fait consultation. J'allais faire ma consultation là. Oh, regarde, tu vas m'arrêter ça. Tu vas m'arrêter ça. Moi, ma maman là, elle m'a porté 9 mois durant. Elle n'a jamais mis pied à l'hôpital un jour. La vieille a donné un canari que tu dois te laver, que tu dois étudier pour te laver, boire et puis te puriger. Alors, mais tu suis le traitement? Eh bien, tu penses que j'ai de l'argent à jeter dehors quoi? Aller à l'hôpital. Eux, ils font quoi d'extraordinaire là-bas? Comme c'est ça même là, quand je me purige là, ça fait encore plus mal encore. C'est à cause de ça que je vais partir faire consultation là. Là, je vais voir, parce qu'on dit que quand le ventre te gratte, ça te fait mal là. C'est les cheveux de l'enfant là, c'est beaucoup. Je vais aller voir s'il n'y a pas comprimé pour diminuer un peu les cheveux là. Et puis, c'est ma dernière consultation quoi. Donc, tu vas me donner l'argent. Bonne journée. Massamouka, tu me donnes pas l'argent là. Tu t'en vas. Hey. Pour aborder ce thème de la mortalité maternelle et infantile en Afrique, nous sommes en compagnie du Dr Adon Ariane, consultant en santé. Bonjour Dr Adon. Bonjour Fidèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors nous allons écouter nos populations africaines sur la question. Allons-y donc à notre micro-trottoir. Pendant la grossesse, il faut que les mères fréquentent les maternités. C'est ce qu'on appelle les visites prénatales, de sorte à pouvoir détecter si éventuellement la grossesse évolue bien. Alors la sage-femme ou bien le médecin gynécologue suit ça de près, de sorte qu'à l'accouchement, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand les femmes ne fréquentent pas les maternités, il y a problème. Il y a problème dans la mesure où les grossesses peuvent, n'est-ce pas, évoluer mal et puis créer des problèmes à l'accouchement. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxièmement, nos jeunes filles aujourd'hui contractent des grossesses assez rapidement, c'est-à-dire autour de 12, 13, 14 ans. Elles ont des grossesses parce que ne connaissant pas leur cycle, elles contractent des grossesses et donc ça peut poser à l'accouchement des problèmes d'autant que véritablement la formation au niveau de l'appareil génital n'est pas aboutie et donc ça peut causer véritablement des problèmes à l'accouchement. Et puis il y a aussi des maladies qu'on fait, dont on n'a pas conscience véritablement et donc à l'accouchement il peut avoir ceci. La femme, pour accoucher dans les normes, bien, dès le début de la grossesse, on doit aller à l'hôpital, se faire consulter et suivre ce que la sage-femme te dit jusqu'à l'accouchement. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme va accoucher, dès le premier mois, on te dit de faire échographie. On te dit de faire analyse de sang, de faire les analyses pour voir l'évolution de la grossesse. Mais si tu n'as pas fait ça, que tu t'en vas à l'hôpital, à l'accouchement, tu peux avoir hémorragie. Nous venons de suivre notre micro-trottoir. Docteur Adon, alors voilà ce que les populations africaines pensent de la question. Pour vous, qui êtes consultant en santé, la mortalité maternelle et infantile, c'est quoi? Merci.
Il faut dire déjà qu'il est important de pouvoir définir ces deux thèmes de façon différente. La mortalité maternelle est définie comme le décès d'une femme en grossesse ou pendant l'accouchement ou 42 jours après la terminaison de cette grossesse, quelle que soit la durée de cette grossesse et la localisation de celle-ci. Et les causes doivent être déterminées ou ces causes ont été aggravées par l'état de cette femme, c'est-à-dire par la grossesse. Donc dans cette définition, il faut pouvoir faire la part des choses. Pour dire tout simplement que les causes accidentelles et fortuites qui entraînent le décès d'une femme enceinte ou qui a accouché 42 jours avant ne font pas partie de la mortalité maternelle. D'accord, donc si nous comprenons bien, une femme qui décède alors qu'elle est enceinte, mais le décès n'est pas lié à sa grossesse, ce n'est pas un décès maternel. Ce n'est pas un décès maternel. Je vais prendre un exemple tout simple. Une femme qui est enceinte, qui emprunte un véhicule et au cours du mouvement du véhicule fait un accident, décède. Ce décès-là n'est pas considéré comme une mortalité maternelle. D'accord. Donc, une femme aussi qui se suicide, qui est enceinte, qui se suicide, ça aussi, ce n'est pas considéré comme une mortalité maternelle. Et la mortalité infantile, c'est quoi quant à elle? La mortalité infantile, c'est le décès d'un enfant de moins de 1 an. Mais y a-t-il un lien entre la mortalité maternelle et infantile? Bien sûr qu'il y a un lien entre la mortalité maternelle et infantile. Vous êtes d'accord avec moi pour une femme qui perd la vie en donnant la vie à un enfant, cet enfant-là a plus de risques de décéder avant 1 an. Une femme aussi qui est malnutrie. On est tous d'accord que l'enfant se nourrit à partir du lait maternel de la maman. Donc, les éléments qu'il faut apporter à l'enfant ne sont pas en grande quantité chez la mère. Donc, cet enfant peut être malnutri. Et au cours de cette malnutrition aussi perdre la vie. Juste pour dire que la santé du nourrisson est étroitement liée à celle de sa mère. Merci bien, docteur Adon. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi les femmes meurent aujourd'hui en Afrique en donnant la vie? Merci. Vraiment, les causes sont à plusieurs niveaux. Moi, selon ma perception, je vais les diviser en 3 pour qu'on puisse mieux comprendre les causes de cette mortalité maternelle grandissante et cette mortalité infantile grandissante. On parle de 3 retards. Le premier retard, c'est le retard à la décision à aller dans un centre de santé. Le deuxième retard, c'est le retard à pouvoir atteindre, vu la distance, vu les problèmes de transport, à pouvoir atteindre le centre de santé. Et le troisième retard, c'est lorsque, arrivé au centre de santé, le plateau médical n'est pas adéquat à l'état de santé de cette population. Donc, c'est à ces différents niveaux-là qu'en détaillant, je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir entrer dans les détails, que nous pourrons expliquer pourquoi ces femmes et ces enfants meurent autant en Afrique. Merci, docteur Adon. Pour illustrer vos dires, nous allons suivre un élément proposé par l'UNICEF sur la mortalité maternelle et infantile au Niger. Suivons donc notre élément. Donc lui, il n'a même pas tété, même un seul goutte de lait de sa maman, il n'a pas pris. La maman, après l'accouchement, elle a une hémorragie secondaire, donc on vient juste de la perdre. On arrive à l'hémorragie secondaire. Parfois, on peut avoir même 3 dans la semaine. Au Niger, un décès comme celui-ci n'est malheureusement pas un cas isolé. Dans ce pays, le risque pour une femme de décéder suite à des complications durant sa grossesse ou son accouchement est l'un des plus élevés au monde. Sur 100 000 naissances, plus de 650 femmes meurent contre 10 femmes en France. Pourtant, les risques liés à la maternité sont sensiblement les mêmes partout dans le monde. La différence qu'il y a entre le monde développé et le monde en développement, c'est qu'au moment où apparaît l'urgence, la femme, la décision est prise, l'accès est assuré, les transports est là, le diagnostic est posé et la prise en charge est prise pour sauver la femme à temps.
Tous ces délais sont encore présents ici et dans d'autres pays de la sous-région qui font qu'elle meurt parce qu'on n'a pas pris la décision, on n'a pas transporté à temps, on n'a pas posé les diagnostics ou on n'a pas pris en charge, fait la référence à temps. La couverture sanitaire du pays est insuffisante, mais malgré tout, à Niamey, la capitale, même si 4 maternités se partagent une seule et unique ambulance, la prise en charge en urgence des femmes enceintes est possible. Leïla a eu de la chance. La maternité dans laquelle elle s'est rendue pour accoucher a immédiatement signalé son état complexe et a pris la décision de l'évacuer. Une chance supplémentaire, l'ambulance est disponible. Leïla est dirigée vers une maternité plus performante. La femme là peut avoir une souffrance fétale, donc on est obligé de la référer pour que la femme là doit avoir son enfant en vie et elle aussi en bonne santé. La maternité Isaka Gazobi est l'établissement de référence dans le pays. On y pratique les urgences obstétricales et l'essentiel des accouchements par césarienne. Il y a eu effectivement une rupture prématurée des membranes depuis hier, c'est-à-dire depuis plus de 24 heures déjà, et le liquide amniotique est déjà teinté. Donc notre diagnostic maintenant, on va prendre cette femme en césarienne pour rupture prématurée des membranes, donc de plus de 24 heures. Ce personnel qualifié contribue à faire baisser quelque peu le taux de mortalité maternelle au Niger, même si parfois ils se sentent démunis. Malgré la rapidité de la prise en charge par notre collègue Dr Zahra, le problème se pose maintenant parce que les 2 blocs sont occupés. Ces 2 blocs, vraiment, c'est insuffisant pour une maternité de référence. Parce que ces 2 blocs servent non seulement pour le programme opératoire, mais aussi servent aussi pour les urgences. Et ça fait mal quand on sait qu'on peut sauver, mais vraiment, on n'arrive pas parce que les moyens sont limités, surtout question de blocs. Finalement, le bloc opératoire sera libéré au bout de 30 minutes. Leïla donnera naissance à un petit garçon de 2,2 kg. Une histoire qui se termine bien, mais dès que l'on quitte la capitale, le constat est tout autre. Pour l'UNICEF, la survie de la mère est essentielle pour la survie de l'enfant. Et au-delà de l'urgence, c'est bien pendant la grossesse qu'il faut prendre une femme en charge, et cela partout dans le pays. Cette consultation prénatale, elle permet non seulement de détecter des signes de danger, mais de donner une certaine prévention systématique chez toutes les femmes, de sorte à éviter certaines causes qui puissent arriver. Par exemple, la prévention contre le palu avec la distribution de moustiquaires imprégnés, la prévention contre l'anémie avec traitement par les comprimés de fer, la vaccination tétanos, l'accès à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Au-delà du soutien médical, l'UNICEF renforce l'éducation des filles, la promotion des droits des femmes, des stratégies essentielles pour assurer la meilleure santé maternelle et néonatale. Merci à l'UNICEF pour les images proposées sur la mortalité maternelle et infantile au Niger. Docteur Adam, après ce que nous avons vu, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme cause et bien nous expliquer pour qu'on puisse comprendre pourquoi les femmes meurent aujourd'hui en Afrique en donnant la vie? Merci Fidèle. Comme nous pouvons le constater sur l'élément qui est passé tout à l'heure, il faut, chaque fois je le dis parce que parfois nous mélangeons les choses. Il y a des causes directes et il y a des facteurs qui vont venir accentuer ces causes. Quand je parle de causes directes, vous allez voir qu'une femme va décéder en perdant assez de sang, ou par des infections, ou encore par des dystocies, par des problèmes hypertensifs, par plusieurs éléments. Mais il y a des facteurs qui vont venir aggraver cet état-là. Il s'agit des 3 retards dont j'avais déjà parlé. D'accord. Et je vais m'accentuer déjà sur le premier retard, qui est le retard à la décision. Ce retard à la décision est dû à des facteurs socio-culturels, très souvent. Je prends un exemple. Une femme qui est enceinte, vous allez voir que dans un village, on va vous dire que la femme enceinte ne peut pas traverser ce pont, alors qu'il y a un centre de santé qui a été construit au-delà de ce pont.
Et c'est clair que cette femme enceinte ne va pas aller là-bas pour des raisons culturelles, pour des raisons traditionnelles, ne va pas aller consulter pour qu'une prise en charge soit prise pour son état. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Amener le médecin vers elle ou bien comment ça se passe? Déjà, avant d'installer tout centre de santé, il est important, comme on le dit, de chercher à connaître les traditions, les cultures voilà, de ces personnes-là, mais aussi à les informer. Oui. Les informer, les éduquer, leur faire comprendre le bien fondé d'aller dans ces centres de santé. Ça, c'est déjà en ce qui concerne le retard à la décision. Aussi, dans cette même cause-là, très souvent, on a eu l'habitude d'accoucher en présence, comme on le dit, entre guillemets, des accoucheuses traditionnelles. Les matrones. Voilà, les matrones. Et ces personnes, c'est vrai que parfois, tout se passe bien. Mais parfois aussi, très souvent, tout ne se passe pas bien. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'information d'une femme, par exemple, qui est en train de se vider de son sang, les signes que cette femme peut avoir. Elles ne savent pas, elles ne connaissent pas. Et souvent, on a tendance à dire, on va prendre cette feuille, on va faire ceci, on va faire cela, et on perd la dame. Par moment, dans nos cultures, ça marche. Hein? Oui, ça marche, mais ça marche à combien de pourcentage par rapport à combien de femmes qui accouchent? En fait, c'est ce qu'il faut pouvoir faire ressortir, le risque et l'efficacité de ces femmes. C'est vrai que ça aurait été bien, peut-être, de chercher aussi à les former, de chercher à les former dans cette optique. Peut-être ça allait arranger aussi nos autorités. Donc, c'est quelque chose auquel qu'il faut penser. Et l'autre retard, c'est lequel? Le deuxième retard, c'est le retard, comme on le dit, à atteindre le centre de santé. Dans nos régions, bon, vu les moyens financiers qui sont assez bas par rapport aux pays développés, les centres de santé sont très souvent éloignés des populations. Mais c'est dû à quoi? Bon, on va mettre sur le compte de nos politiques. Voilà. Parce que normalement, les centres de santé doivent être à proximité des populations. Comme je le disais, il y a un congrès qui a été fait au niveau de l'Organisation mondiale de santé où il y a un certain nombre de kilomètres par rapport à une certaine agglomération concernant l'implantation des centres de santé. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans nos sociétés. Africaines surtout. Parce qu'aujourd'hui, on va voir qu'une femme, pour pouvoir atteindre un centre de santé, est parfois obligée de parcourir près de 30 km, 20 km. Et très souvent, les états des routes ne sont pas adéquats. Aussi, nous avons les moyens de transport qui ne sont pas assez ou qui ne filent même pas. Il n'y en a même pas. Il faut marcher, parfois, avec ces femmes qui souffrent. Donc, très souvent, ces personnes ont tendance à vouloir, comme on le dit, se laisser prendre en charge par des accoucheuses traditionnelles qui sont présentes là. Mais c'est ça, je dirais que c'est nos politiques qui doivent voir comment faire en sorte pour pouvoir créer des centres de santé adéquats pour nos populations. Et le troisième retard? Le troisième retard, c'est le retard, je dirais, de la prise en charge adéquate. C'est-à-dire une femme enceinte, peut-être, qui est en travail, a pu atteindre ce centre de santé. Comme nous avons vu dans le cas du Niger. Vous voyez. Oui. Mais le plateau médical n'est pas adéquat. C'est-à-dire quoi? Cette femme a besoin, par exemple, d'une césarienne, comme on l'a vu. L'enfant, déjà, le liquide amniotique était teinté. L'enfant est en souffrance fœtale. Donc, c'est clair qu'il faut obligatoirement opérer cette dame. Oui. Malheureusement, le plateau technique n'y est pas. Parce que dans l'élément du Niger, nous avons vu qu'il y a 2 blocs opératoires pour en même temps les accouchements, les césariennes et en même temps les urgences. Ouais. Juste pour dire que nos plateaux techniques sont vraiment, je dis insuffisants. Et même parfois inexistants. Merci. Parfois inexistants. Par rapport au nombre de populations que nous avons et par rapport aux urgences aussi que nous avons. Merci bien, docteur Adam. Et nous allons aussi inviter notre public à participer. Public. Bonjour, je suis Madame Kwame. Il y a le docteur Adam
qui nous a parlé de 3 retards. Moi, j'aimerais m'attarder sur le premier, et plus précisément les couples. J'aimerais vraiment m'attarder sur le couple parce que dans notre milieu africain, nous avons l'homme qui, après avoir enceinté son épouse ou sa conjointe, il ne réagit plus. Pour lui, le travail est effectué et tout est accompli. Et quand tout est accompli, je crois que c'est la dame qui doit tout endosser. C'est pourquoi j'aimerais mieux m'attarder sur le coup parce que non seulement elle doit aller seule à l'hôpital, parfois nous savons que notre société africaine, les femmes ne sont pas vraiment instruites. L'ordonnance, elle ne sait même pas de quoi il s'agit et quand elle arrive, elle ne peut pas payer le médicament. Elle a besoin de son époux pour l'épauler. Et puisque lui, il pense que la grossesse se limite seulement à l'ancienneté, bon, c'est pas son affaire. Et toute seule, elle est obligée de subir. Finalement, je pense que c'est une des causes même qui la pousse à ne même pas aller à l'hôpital parce qu'elle ne pourra même pas se payer les médicaments et après le pire arrive. Donc je pense que nos hommes sont en partie responsables. Je suis Tal Sekouma. Les complications qui interviennent à l'accouchement, ce sont des complications qui sont liées non seulement à l'absence de consultation, bien entendu, prénatale. Si elle était partie au préalable faire ces consultations, le docteur aurait au moins diagnostiqué le mal dont elle souffre, bien entendu. C'est-à-dire voir peut-être son groupe sanguin, voir les infections qui peuvent peut-être surgir à l'accouchement. Tout ça présenté une fois, je crois que les complications qui sont liées, c'est la dame elle-même. Si elle refuse d'aller, comme quoi elle a quelque chose à acheter, on lui donne l'argent. Madame, vous êtes partie? Oui, je suis partie. Où est l'ordonnance? Oui, je cherche dans mon sac, j'arrive. Ok. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au jour J, on nous dit, allons à l'hôpital, ça ne va pas. Ok, on arrive à l'hôpital, madame, donnez votre carnet. Non, j'ai pas de carnet. Ah, mais comment ça? J'ai pas de carnet, comment? Où est ton carnet? Bon, voici les problèmes, on est obligé de dépenser encore. Donc, mesdames, je crois que au lieu d'aller faire autre chose qui n'a rien à voir, essayez d'aller un petit peu à l'hôpital quand nous vous donnons l'argent. Bonjour à tout le monde, et moi c'est Kone Alida. J'ai donné vie à un enfant et je suis allée à l'hôpital, j'ai eu un suivi. Et à la dernière minute, à l'échographie, on m'a dit non, qu'il y a des placentas qui étaient en bas et l'enfant était en haut. Pourtant, j'ai fait tout, j'ai eu vraiment un bon suivi. Donc, je veux savoir ce qui provoque ça. Et aussi à l'échographie, on m'a dit non, que c'était une fille. Et quand je suis rentrée au bloc pour l'opération pour la césarienne, quand le docteur a fini, nous tous on a constaté que c'était un garçon. Est-ce que l'échographie peut se tromper jusqu'à ce point-là? Et puis, en fait, c'est ce qui est ma préoccupation. Je veux savoir ce qui provoque ça. Merci au public pour sa participation et sa contribution. Docteur Adon, il y a une question qui vous est directement adressée. Qu'est-ce qui peut provoquer cet état de fait? Ok, merci Fidèle. Bon, le sexe, au départ, on vous a dit que c'était une fille et lorsque vous avez accouché, c'était un garçon. Il faut dire que le matériel n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'échographe, c'est-à-dire le médecin. Parce que l'échographie est un examen opérateur dépendant. C'est celui qui fait l'examen, qui voit, et qui est le seul à dire si c'est un garçon ou une femme. Parfois, il arrive qu'il y ait des erreurs. Et je pense que ça a été votre cas. Maintenant, en ce qui concerne le problème que vous avez eu, on parle ici de placenta prévia. C'est-à-dire que le placenta qui est, je vais prendre un langage familier, qui permet l'alimentation de la femme à atteindre l'enfant, ce placenta-là s'est retrouvé au niveau du col. Vous comprenez? C'est un phénomène qui arrive parfois. Ce n'est ni dû au suivi, ni dû aux médicaments que vous prenez. C'est très souvent dans le dernier trimestre qu'on voit ce genre de cas. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez été bien suivi ou mal suivi. C'est Dieu merci, au dernier trimestre, vous avez fait votre échographie, vous avez fait des examens qui ont montré que vous avez un placenta prévia et tout de suite on vous a pris au bloc. Pour certaines femmes, elles n'ont pas l'occasion de faire ces examens et ne savent pas. Et au cours de l'accouchement, elles ont des hémorragies de délivrance qui entraînent très souvent la mort de cette femme. Donc juste pour dire que
Vous n'êtes pas en cause, le médecin n'est pas en cause, c'est seulement des éléments physiologiques qui arrivent au dernier trimestre de la grossesse. Mais docteur Adam, moi je voulais savoir, est-ce que pendant, je veux dire au dernier trimestre, est-ce qu'on pouvait ne pas déceler cela? Et puis au travail, ça pouvait arriver, le placenta pouvait se décoller, arriver au col. Dans ce cas, comment on pouvait gérer cette situation? Oui, parfois ce sont des cas qui arrivent. C'est pourquoi, si vous êtes suivi par un gynécologue, tout de suite à l'examen physique qui va lui permettre de faire un toucher vaginal, tout ça, il saura ce qu'il faut faire en ce moment précis-là. C'est pour ça qu'on dit que tant qu'une femme n'a pas encore fini l'accouchement, tout est possible. On peut vous dire, peut-être au dernier mois, vous allez accoucher normalement, mais au jour J, on vous prend un bloc opératoire. Tout dépend de la manière du travail et de ce qui advient au moment du travail. Merci, docteur Adam. Nous sommes au thème de ce premier numéro consacré aux causes de la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Quelle conclusion? En conclusion partielle, nous dirons que la mortalité maternelle et infantile est encore élevée dans nos régions, surtout en Afrique. Et les causes sont nombreuses. Nous avons déjà débattu des 3 grands retards qui entraînent ces différents décès. Merci, docteur Adam. Rendez-vous donc au prochain numéro de C'est pas normal, toujours consacré aux causes de la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Nous sommes habillés ce jour par les Yoruba du Nigeria par l'intermédiaire de Mme Isipor Sarah. Ekaro, Enyarami, Esheo, Ijomi. À très bientôt.